Bonjour et bienvenue à tous du coup pour ce meet-up sur TerraMate. Du coup, on va démarrer du coup avec un petit sommaire. Je vais déjà vous parler un petit peu ce que c'est les tacos parce que du coup, je vous ai présenté un acronyme et qu'est-ce que ça veut dire. On va repasser un petit peu sur Terraform et du coup un petit peu les fondements et les bases de Terraform et du coup les différents challenges qu'on va avoir besoin de résoudre avec cet outil. Et du coup, on va vraiment avoir deux problématiques particulières, une qui est liée sur l'automatisation du coup de Terraform et une sur la standardisation. Et après, je vous parlerai du coup de l'outil dont vous êtes venu pour aujourd'hui, du coup TerraMate. Et on finira par une petite démo. Du coup, Tacos. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors tacos, terriblement, tout le monde penserait forcément au tacos mexicain, hein, forcément. Mais en fait, c'est bel et bien un acronyme. Du coup, c'est pour Terraform Automation and Collaboration Software. Du coup, on pourrait résumer ça que les tacos, en fait, ce sont tous les outils qui, justement, sont, on va dire, autour de l'écosystème de Terraform. En fait, il y a des outils qui, du coup, vont vous permettre, du coup, de vous simplifier les choses. On va en parler de quelques-uns, du coup, au cours de cette présentation, mais si vous avez entendu parler de Spacelift, Digger, Env0 et ainsi de suite, ce sont des outils qui font partie de cet environnement-là. Donc, en fait, ça fait partie un peu de la galaxie. Et là, du coup, TerraMate, en fait partie de ces outils-là, du coup, des outils qui, justement, vont permettre de simplifier les choses. Un petit bout maintenant sur un petit peu le fonctionnement général de Terraform, du coup, sur les petites problématiques. Alors, Terraform, déjà, il y a une première chose, ça utilise du coup du code. En fait, on va déclarer, c'est un outil d'infrastructure as code, donc en fait, on va déclarer du coup notre infrastructure en utilisant un code. Alors le langage, c'est du HCL, et en fait, ce code-là va être interprété par Terraform pour nous faire ce qu'on appelle l'état désiré, du coup, ce qu'on veut. Et en même temps, du coup, Terraform va du coup stocker en fait un peu tout ce qu'il a déjà créé auparavant, du coup, ce qu'on appelle le state. C'est vraiment son élément principal. Il va également, du coup, quand vous allez vouloir refaire du coup une commande, il va récupérer de nouveau ce qu'on appelle l'état réel. C'est-à-dire, du coup, il va redemander du coup au niveau de la ressource quel est l'état réel de la ressource et non pas quel est l'état du coup que vous avez stocké. Comme ça, il va pouvoir faire une différence. Et en fait, vous allez avoir du coup deux états. Vous allez avoir l'état actuel et l'état réel, l'état désiré et l'état actuel. Et en fait, il va faire une différence entre ces deux trucs-là pour justement déterminer tout ce qu'il aura à faire. Et donc du coup, dans les modifications, on va pouvoir avoir du coup de la création, de la modification ou de la suppression. Voilà. C'est le principe global de Terraform. Du coup. Donc déjà, en fait, du coup, en partant de ça, on va avoir du coup deux grandes stratégies, donc, du coup liées à Terraform. La première stratégie, c'est de tout mettre dans le même code et de tout mettre dans le même state. Du coup, d'avoir un énorme state qui va tout contenir. Alors d'un côté, c'est très facile à automatiser puisqu'en fait, on a un seul truc à lancer, tout va bien. C'est facile à orchestrer puisqu'en fait, on va totalement déléguer l'orchestration en fait à Terraform. Facile, efficace. Par contre, on va avoir d'autres complexités. La première complexité qu'on va avoir, c'est que justement, Terraform va du coup verrouiller le state. Du coup, quand vous allez lancer une modification. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire deux modifications concurrentes en même temps. Alors, quand vous êtes tout seul, limite, tout va bien, c'est pas forcément grave. Par contre, quand vous commencez à être déjà plusieurs développeurs, du coup, sur la même chose, ça va commencer à coincer. Parce que vous ne pourrez pas, du coup, faire deux opérations concurrentes. Deuxième problème, c'est que votre code Terraform, si vous mettez tout dans le même state, en fait, vous allez avoir le problème que vous allez avoir de plus en plus de code, vous allez avoir de plus en plus de choses, et même quand vous allez faire une toute petite modification, il va falloir aller la rechercher du coup dans tout le plan qui va tout vous donner. Et donc du coup, imaginez que dans cette glorieuse pyramide, vous essayez de modifier juste le tacos en plein milieu, du coup sans casser le reste. Un peu compliqué. En fait, un peu compliqué, et justement, en fait, ça va du coup le rendre difficile en fait réellement à automatiser. Parce que vous allez vouloir du coup cibler spécifiquement quelques éléments, et pas forcément tout. Et donc du coup, ça va du coup complexifier encore plus. Donc ça va être un peu on va dire la difficulté. Et également, ce que je vous disais, c'est que du coup, il va récupérer du coup l'état réel de toutes les ressources. Quand vous avez 3 ressources, il fait 3 appels, tout va bien. Quand vous commencez à en avoir 500, 600, il va passer du temps. Donc en fait, au final, du coup, juste le temps nécessaire, juste pour avoir le résultat de ce que vous allez réellement exécuter, en fait, il va être très lent. Il va prendre beaucoup de temps.
Au final, si vous faites genre, vous modifiez une ligne, du coup, vous pourrez avoir quasiment entre 5 à 10 minutes d'attente juste pour finalement bien vérifier que vous avez bien fait votre première ligne. Pas forcément terrible. Et là, du coup, on va avoir vraiment, vraiment une problématique parce que ça va devenir compliqué en fait à maintenir sur le long terme. Alors, du coup, la solution serait de se dire, bah, finalement, une seule pyramide, c'est sympa, et finalement, si on en faisait plusieurs. Finalement, on va du coup faire un peu dans la même idée que du coup quand vous faites du développement, c'est-à-dire du coup on va faire un peu des petits modules, et du coup on va faire des petites stacks, du coup qui vont contenir moins d'éléments. Du coup ça va être plus facile du coup à relire, ça va être plus facile à voir les modifs, ça va être plus facile à voir tous les éléments, parce que justement en fait on va être beaucoup plus restreint. Et donc du coup on va aussi faire un champ d'impact qui va être beaucoup plus petit. Donc du coup ça va être plus simple. Comme également on va avoir du coup plusieurs states, bah, du coup, on peut en verrouiller un, mais tous les autres sont quand même libres. Donc en fait, on ne va pas avoir le problème du coup de parallélisation, on va pouvoir le faire. La seule problématique, c'est que du coup, les stacks, eh ben, des fois, vous avez, comme dans les matryoshka, vous avez besoin qu'elles soient dans un ordre précis. Et ça va être un vrai problème, parce que Terraform ne vous fournira absolument rien pour le faire. Si on résume du coup les deux modèles du coup avec des petits schémas, on a du coup le schéma de gauche qui est du coup avec une stack unique. Du coup, donc en gros, on laisse vraiment l'orchestration, on délègue l'orchestration totalement à Terraform et il fait tout seul. Dans le deuxième cas, en fait, il va falloir qu'on arrive à orchestrer d'une certaine manière, du coup, pour que la stack A se lance avant la stack B, parce qu'elle a une dépendance. Et là, du coup, ça va être justement comment on le fait. Et ça, c'est un petit peu la complexité, parce que, comme je disais, Terraform ne fournit rien de base. Ce qui m'amène, du coup, comment on automatise et comment on orchestre du Terraform. Alors, pour précision, du coup, je ne vais pas forcément parler de tous les outils. Il y a quand même une sélection qui en a été faite. Concrètement, moi, je travaille très majoritairement avec GitLab. Donc, tous les outils qui ne fonctionnent qu'avec GitHub, du coup, exit. Tous les outils qui également ne me permettent pas de faire purement de l'orchestration, il faudrait que des outils idéalement open source et gratuits. Donc déjà, ça va restreindre énormément du coup le champ en fait des outils que je vais avoir. Et concrètement, j'en aurai que 3 en fait. Globalement, première façon de faire, du coup, vu que je parlais qu'on était sur GitLab, on pourrait très bien, du coup, se dire, eh ben, j'utilise la pipeline, du coup, pour faire l'orchestration. Ça va marcher. Ça va marcher, alors, on pourra pouvoir le faire d'abord manuellement, du coup, dans un premier temps, juste définir nos petits stacks. Quand on commence à monter à au-delà de 10-20 stacks, ça va commencer à devenir compliqué. Si on commence à monter à du 200-300, on va avoir une problématique. Le maintenir manuellement, ça va devenir compliqué. Donc là, il va falloir du coup qu'on passe par un autre système. Et là, du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on est des bons informaticiens, on va faire un générateur. Du coup, pour nous générer la pipeline, du coup, pour le faire. Mais du coup, on va avoir un premier problème, c'est que, bah, en fait, ça veut dire qu'on va devoir faire du code en plus. Du coup, de déjà ce qu'on fait. Et donc, dans un premier temps, on va avoir des cas qui vont être assez simples. Mais quand on va avoir des cas complexes, bah, du coup, ça va devenir de plus en plus compliqué à gérer. Ça va faire de plus en plus de règles métiers dans le générateur. Et là, on va avoir des vrais problèmes. Donc en fait, d'un côté, c'est bien et c'est pas bien, en fait, à ce niveau-là. Mais l'avantage, en effet, c'est que ça ne nécessite aucun outil, c'est compatible avec on peut faire toutes les commandes. On peut également lancer un seul élément de manière unitaire, et l'avantage que GitLab va nous fournir, c'est qu'on va pouvoir lancer seulement les stacks qui ont été modifiés. Si vous en avez 500, 600, mais du coup vous n'en avez modifié qu'une, bah vous voulez lancer techniquement que celle qui a été modifiée. Parce que vous ne voulez pas, en fait, du coup, repasser sur les 500, 600, sinon vous en avez pour 1 heure. Donc du coup, ça va vraiment être capable de vraiment localiser du coup les modifications. Et le dernier défaut, c'est qu'en fait, bah, du coup, vous déportez tout dans la CI. Ça veut dire que du coup, pour le reporter en local, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que pour tester, du coup, vous allez avoir un peu de mal. Et également, le souci également d'un générateur, c'est qu'à la fin, vous allez faire confiance aveuglément au générateur. Puisqu'en fait, quand vous allez avoir beaucoup de code, vous allez vraiment plus le relire, vous allez juste faire « Ok, c'est censé marcher ». Et du coup, ça va devenir plus ou moins une boîte noire en fait au fur et à mesure. Ce qui peut être plus ou moins compliqué. Donc ça, c'est la première solution. Autre solution, un outil qui est déjà existant et qui existe déjà depuis pas mal de temps dans le monde de Terraform, ça s'appelle TerraGrunt. TerraGrunt est sorti assez rapidement après la sortie de Terraform.
Concrètement, TerraGrunt, c'est un outil qui va vous permettre de faire du coup du dry, donc du don't repeat yourself. Donc justement de faire de la configuration la plus fluide possible et en écrivant le moins de code. Donc d'un côté, ça va nécessiter un outil supplémentaire, mais l'outil va nous apporter suffisamment d'avantages. Par contre, le petit défaut de TerraGrunt, c'est que TerraGrunt ne fonctionne que avec des modules Terraform. Et strictement rien d'autre. Il ne supporte pas, du coup, de travailler avec autre chose que des modules. D'un côté, donc du coup, forcément, vu que vous allez utiliser un outil pour faire votre orchestration, du coup, ça va être plus simple. TerraGrunt, du coup, va le faire, en fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle des outputs de stack, et du coup des inputs dans les autres stacks. Donc en gros, il va déterminer par lui-même, il va faire un graphe, il va faire, ok, la stack A est reliée à la stack B, pas de problème. Par contre, TerraGrunt, eh ben, il a un défaut, c'est qu'il ne peut pas lancer un seul truc. Il lance tout ou rien. Voilà. Donc globalement, le problème que j'avais d'avant, que j'avais réussi à résoudre avec du coup GitLab, bah là en fait du coup je le retrouve. En fait, finalement, je retrouve comme quoi bah, si je fais une seule modification, et ben en fait je suis obligé de tout relancer. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Et du coup pareil, il ne sait pas gérer du coup s'il ne lançait que les stacks qui ont été modifiés. Donc en fait du coup j'ai un double problème, c'est-à-dire que je vais perdre en vitesse d'exécution. Mais par contre je gagne en cohérence. C'est un avantage et un inconvénient. Dernier outil, du coup TerraMate. Alors TerraMate, de la même manière, ça nécessite aussi un outil supplémentaire. Donc concrètement, ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Après, c'est toujours le truc. Par contre, TerraMate, lui, ne vous impose pas, du coup, de trucs spécifiques. Vous pouvez utiliser des modules, vous pouvez ne pas en utiliser, il s'en fiche. Sur cette partie-là, il n'y a pas de problème. L'avantage, c'est une commande, donc en fait, du coup, vous allez pouvoir aussi le lancer directement en local, vous allez pouvoir refaire exactement le même comportement que vous avez dans votre CI, et donc du coup, vous allez pouvoir l'automatiser. Il y a deux avantages également, du coup, c'est que vous pouvez lancer une stack toute seule, et vous pouvez lancer les stacks que modifiés. Je vous montrerai ça en démo après. Et donc du coup, en fait, on a globalement tous les avantages en fait qu'on cherchait, du coup, à ce niveau-là. Donc on a un truc qui est plutôt simple à maintenir, on a un truc qui est globalement, qui nous permet du coup de cibler exactement les modifications dont on a besoin, et on va pouvoir aller plus vite. Voilà. Ensuite, on va avoir, donc je vous parlais également de la deuxième partie, c'est standardiser du Terraform. Alors sur la partie standardisation, on va avoir plutôt deux choses. En fait, dans les outils, en fait, ce qu'on va aller voir également, c'est concrètement à quel point c'est facile aussi de migrer dessus. Parce qu'en fait, quand on va vouloir typiquement changer le système, on va vouloir que tout le système fonctionne de la même manière. On va pas vouloir avoir un système qui fonctionne d'un côté, un système qui fonctionne de l'autre. C'est chiant pour tout le monde, c'est un peu affreux. Donc du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment essayer d'avoir le même système tout le temps. Et donc là, déjà, bah, justement, on a du coup les modules Terraform qui sont déjà les trucs qui sont fournis par Terraform, donc ça c'est bien. Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que du coup, ça vous permet de faire un bloc qui est réutilisable. Jusque-là, comme un module du coup, que vous pourriez avoir du coup dans du code, pas de problème. Ça peut être complexe à écrire. Alors la complexité en fait de l'écrire les modules Terraform ne vient pas du module en lui-même, mais vient du langage Terraform en lui-même, du langage HCL. Quand vous avez juste des ressources à déclarer sans vraiment de conditions, de cas particuliers, ainsi de suite, ça va. C'est quand vous voulez commencer à faire des embranchements, du coup, dans le module, et ainsi de suite, que là, ça peut devenir vite fait complexe. Parce qu'en fait, Terraform a besoin en fait, d'être capable de faire un chemin dans tous les cas. Et donc, du coup, ça peut vite devenir tordu. Donc, après, ça peut aussi vous dire que votre module est potentiellement trop complexe et du coup, il faut le diviser ou ainsi de suite. Ça peut être également des choses. La deuxième problématique, c'est qu'au niveau des modules Terraform, la bonne pratique, c'est de mettre des tags. Voilà, on met ça dans un petit repository Git, on le tag, ainsi de suite. Très bien. Le problème, c'est que du coup, quand vous allez monter de version, il va falloir du coup mettre à jour tous ceux qui utilisent ce tag-là aussi. Tous ceux qui utilisent votre module. Donc du coup, ça va être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous avez déjà deux phases de maintenance. C'est-à-dire que vous avez une première phase qui du coup va être mettre à jour du coup juste votre module, typiquement les providers, ainsi de suite. Et deuxième phase, du coup, d'utiliser tout et de mettre à jour ensuite où est-ce qu'il est utilisé. Et là, du coup, on a un petit peu plus de complexité. Donc c'est vrai que c'est plus complexe à mettre à jour. À migrer, ça peut être plus ou moins complexe. En fait, ça va dépendre des modules. Si vous avez fait votre propre module, souvent, vous allez avoir prévu tous les cas. Si vous utilisez des modules officiels, il y a certains cas où ça va être tordu, du coup, à migrer,
où vous allez devoir faire plein de modifications manuelles pour que ça rentre et que ça fonctionne bien. Ça se fait, mais c'est pas mal de difficultés. Dernier problème, alors, la difficulté à tester, du coup, elle n'est pas forcément spécifique en fait au module Terraform. Elle est un petit peu plus globale. C'est qu'en fait, Terraform, de par son fonctionnement, ne va pas forcément pouvoir. Vous êtes obligé du coup d'exécuter le code Terraform, enfin du coup de faire un apply, donc de construire réellement votre infrastructure, puis forcément de la détruire, pour vraiment être sûr que ça va fonctionner. Vous ne pouvez pas genre juste dire ok, est-ce que ça va marcher? En fait, vous ne le saurez pas. En fait, le plan dans Terraform ne suffit pas à vous garantir. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est une vraie problématique parce que ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez une infrastructure de test pour pouvoir les tester et ainsi de suite, et tester vos différents cas si vous avez des modules. Donc là, ça peut être vite fait complet, assez complexe. Donc c'est vrai que c'est un avantage et un inconvénient. Du coup, TerraGrunt, concrètement, TerraGrunt en fait, a un peu du coup, les mêmes défauts, puisqu'en fait, du coup, TerraGrunt se base que sur des modules. Donc forcément, à ce niveau-là, on va avoir un petit peu plus de problématiques. Disons que on va avoir du coup les mêmes problématiques du coup, pour migrer, et donc du coup, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais TerraGrunt ajoute encore une deuxième difficulté, c'est que concrètement, si vous voulez que tout soit automatisé, il faut que vous migriez tout d'un coup. Et là, du coup, si vous commencez à avoir une grosse base de code, ça va devenir compliqué. Parce que du coup, tout migrer d'un coup, c'est long. Et donc du coup, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire du coup de nouvelles fonctionnalités ou faire des patchs, des correctifs, et ainsi de suite. Donc là, du coup, ça va devenir assez compliqué à maintenir. Et c'est ça, en fait, qui concrètement dans certains cas, du coup, chez mon client actuel, m'a pas fait choisir TerraGrunt. Ce cas-là, en fait, comment on migre l'existant entièrement vers du TerraGrunt, vu que j'avais besoin de tout faire d'un coup, ça représentait une charge assez lourde, sachant que j'avais genre 500-600 stacks. Donc ça commence à en faire. Donc tout migrer, c'était un peu long. L'avantage de TerraMate, en fait, globalement, en fait, c'est ce que je vais vous montrer après en démo, c'est que déjà, en fait, TerraMate va faire assez peu de choses, en fait. On va pouvoir avoir du coup de la partie templating, du coup, qui va nous permettre en fait du coup de faciliter, mais le templating ne nous impose pas d'utiliser des modules. On va pouvoir déclarer du code Terraform standard, ou même utiliser du code Terraform supplémentaire sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Après, il a toujours la même difficulté, c'est du coup, forcément, le code Terraform est toujours compliqué à tester, dans tous les cas, puisqu'il faut toujours faire un apply. Donc il faut voir comment on fait la stratégie, et ainsi de suite. Ça, c'est toujours une des vraies problématiques. Mais globalement, on a une facilité de migration, on va pouvoir faire une migration surtout progressive, en fait, et du coup, migrer progressivement du coup, sur du Terramate, et on va pouvoir se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on fait du coup en templating. Voilà. Donc c'est vraiment en fait, c'est plutôt pour cette partie-là, et du coup l'outil quand même répond à quand même pas mal de cas, et du coup peut répondre aussi à forcément différents cas d'usage en fait. C'est la différence entre par exemple TerraGrunt et TerraMate. TerraGrunt vous impose du coup une façon de penser, TerraMate va s'adapter du coup plutôt à ce que vous avez besoin. Et du coup, c'est vous qui allez un peu définir du coup ce que vous allez en faire. Donc maintenant, après vous avoir vanté toutes les louanges de TerraMate, c'est sympa, mais du coup, comment que ça marche réellement? Première chose, du coup, ça va nous imposer une petite structure. Alors, TerraMate, en fait, du coup, c'est son petit défaut actuellement. TerraMate a besoin d'être installé dans un repo Git. Voilà, il ne va pas fonctionner ailleurs. Il va avoir également besoin du coup d'un dossier. Alors le dossier, je l'ai appelé Stacks, j'aurais pu l'appeler autrement, c'est pas forcément un nom, mais c'est juste en fait du coup les différentes stacks Terraform dont on va avoir besoin. Après, le nom, en fait, l'organisation en termes de dossier, ainsi de suite, elle est vraiment pas forcément obligatoire. Enfin, le nom peut changer, mais ça va nous simplifier. On va également déjà avoir une première stack. Alors la première stack, du coup, on va avoir, là j'ai mis une stack A, du coup, avec un fichier Terraform tout à fait standard, qui est comme ce qu'on avait du coup d'habitude. Et il y a un deuxième fichier qui du coup arrive en plus, qui est le fichier, le fameux stacktm.html, qui là est le fichier spécifique à TerraMate, qui du coup va définir des éléments en plus. On va voir après du coup ce qu'il contient. Donc ça c'est une première stack, et on va également avoir une deuxième stack. Du coup, alors là je l'ai mis dans le sous-dossier subelement, j'aurais pu faire la profondeur que je voulais, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La dernière partie du coup dont on va parler, c'est justement également la partie template. Seule contrainte, c'est que les templates ne doivent pas du tout se trouver dans le même dossier que les stacks. C'est vraiment, faut qu'ils soient vraiment séparés. Ça, c'est une obligation. TerraMate, du coup, vous gueulera dessus si vous tentez de le faire. C'est vraiment, en fait, la seule contrainte.
Et on a un fichier du coup teramate.tm.htcl qui du coup lui est la configuration globale du coup de Teramate. Et du coup on va y voir un petit peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Concrètement, dans ce fichier en fait, il n'y a pas énormément de trucs. Première chose qu'on a, c'est du coup un peu un petit bout de configuration. Ce petit bout de configuration du coup va juste en fait permettre à Teramate de dire où est-ce qu'il doit la regarder du coup dans Git, du coup pour savoir, et du coup ça va lui permettre du coup de comprendre du coup les modifications modifiées. En fait, ça va lui permettre juste de faire cette partie-là. Ensuite, on va avoir du coup la deuxième partie, la partie des scripts. Alors les scripts, concrètement, Teramate, c'est un wrapper. Donc en fait, il va juste lancer la commande qu'on va lui demander. Sauf qu'il va la lancer sur toutes les stacks. Et du coup, ce qu'on va vouloir, c'est du coup pouvoir aussi lancer une séquence de commandes, du coup, dans chacune des stacks. Là, typiquement, c'est une séquence qui est assez classique. TF switch, ça va permettre de changer de version de Terraform, et après, on fait les différentes séquences. Et donc, du coup, en fait, ça va nous permettre également, du coup, de faciliter la migration. C'est-à-dire que si on a des stacks qui ont besoin de versions de Terraform différentes, de versions de provider, ainsi de suite, en fait, on est concrètement, ça va juste être transparent. C'est-à-dire que du coup, Teramate va savoir le gérer tout seul. Voilà. Et donc, on va pouvoir du coup faire cette séquence-là à chaque fois. On a également du coup un système qui va arriver en plus, du coup le système des globals. Concrètement, le système des globals, en fait, c'est un peu le système de variables de Teramate. Et en fait, on va pouvoir les déclarer un peu à différents endroits. Là, pour le coup, je l'ai mis à cet endroit-là, mais j'aurais très bien pu le mettre à un autre endroit. C'est juste pour vous introduire du coup cette notion-là. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on a du coup le fichier de stack. Du coup, qu'est-ce qu'il contient? Alors concrètement, il va contenir quelques éléments très simples. On va avoir la première chose du coup un nom. Le nom, c'est celui que vous décidez. Hein. Concrètement, il y a peu de choses. La description, c'est clairement pareil ce que vous avez envie d'avoir. Ça, c'est vous qui vous décidez le truc. Et le truc important, l'ID. L'ID, ça, c'est vraiment le truc dont Teramate a besoin pour s'y retrouver. Parce que du coup, il va calculer en fait il va utiliser les UID du coup de vos stacks. Et du coup, c'est comme ça qu'il va retrouver est-ce qu'elles ont été modifiées ou non. Donc ça, c'est vraiment un truc, concrètement, vous inquiétez pas, il le génère automatiquement. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste un élément vraiment important. On a également du coup des tags. Alors les tags, pareil, c'est une suite arbitraire de trucs que vous avez envie de mettre. Là, j'en ai mis une certaine. On pourrait mettre ce qu'on veut. Du coup, on s'en fiche. Mais ce qui va être intéressant, c'est du coup la dernière partie. Comment du coup je vais configurer du coup mon orchestration, puisqu'en fait je vais pouvoir avoir des stacks un peu partout. Et bien en fait, on va pouvoir du coup dire est-ce qu'il faut qu'elle s'exécute avant ou après. Là, typiquement, ce que j'ai dit, du coup, c'est j'ai dit que cette stack-là doit se lancer avant toutes les stacks qui contiennent le tag GKE et après toutes les stacks qui contiennent le tag project. Là, j'ai choisi ces tags-là, ça aurait pu être totalement d'autres tags et il n'y aurait pas eu de souci. Mais concrètement, voilà, et on va pouvoir du coup le faire. Alors là, je vous présente que celle-là. Il y en a d'autres, il y a d'autres manières de l'écrire. On peut spécifier le chemin de la stack complet, on peut le faire d'autres manières. Vraiment, ce qui va être intéressant, du coup, c'est ce premier bloc. Ce premier bloc, en fait, c'est du coup le generate HCL. En fait, on va dire à Teramate, génère-moi un fichier, mais du coup, HCL pour HashiCorp Configuration Language, donc un fichier Terraform. Et du coup, on va pouvoir lui spécifier du coup tout le contenu de ce fichier. Donc on va pouvoir faire à peu près tout. Petit truc également qu'on va avoir, c'est que dans le template, on va pouvoir réutiliser du coup les éléments qu'on avait définis. Toutes les variables globales du coup qu'on avait, en fait, on va pouvoir les injecter directement. Et donc en fait, quand Teramate du coup va générer le fichier, en fait, il y aura directement les valeurs. La différence qu'on ferait par exemple avec un module, c'est qu'avec un module, en fait, on déclarerait du coup des variables, et en fait, il faudrait qu'on injecte du coup les variables du coup dans le module pour qu'ils comprennent le truc. Là, en fait, avec Teramate, on peut réduire ce niveau d'inférence, et du coup, avoir directement les valeurs. Voilà. C'est une façon de faire, c'est pas forcément obligatoire. On va avoir également du coup après le reste du code qu'on va pouvoir du coup générer, et après ça, on peut mettre du coup tout le code qu'on veut. Voilà, il y a quelques petits trucs. Donc ça c'est ça on va dire c'est pour la partie on va dire basique. Maintenant, si on va un tout petit peu plus loin, c'est là où Teramate du coup a quelques avantages. Et bien en fait on peut générer les fichiers de manière conditionnelle. Ce qu'on ne peut pas faire du coup par défaut en Terraform. Et ça, là, typiquement, donc le fichier kubernetes.provider, je lui dis, tu ne le généreras que si
si du coup, dans les tags de la stack, j'ai ce tag-là. Et du coup, si je l'ai, automatiquement, il va générer tout le code. Et si je ne l'ai pas, il ne va pas le faire. Donc en fait, du coup, ça va me réduire du coup également la quantité de code du coup superflu que je vais avoir. Là, je vais être en mode, je ne vais avoir que ce que j'ai besoin. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait pas assez drôle, parce que ça va plus loin encore. On peut même faire de la génération de blocs conditionnels. Là où justement, on ne peut pas le faire du coup en Terraform. Donc en fait, là, de la même manière, du coup, je peux dire que le bloc provider, du coup, va être généré que si ma stack contient le tag Kubernetes. Si elle ne l'a pas, le bloc est tout simplement pas généré. On peut également, là je ne le montre pas dans cet exemple-là, mais on peut également du coup aller un petit peu plus loin, et ça va même également supporter du coup un système de boucle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir générer de manière, du coup, avec une boucle toute simple, hein, du coup on va pouvoir générer du coup directement différents blocs de code. Et donc on va pouvoir aussi se simplifier. C'est des cas en fait où Terraform va pouvoir le faire, mais c'est plus ou moins compliqué dans certains cas. Voilà, on est sur des cas un petit peu plus tordus. Voilà, donc ça c'est déjà des trucs qui sont quand même déjà bien pratiques. Dernier cas qu'on va avoir, et dans Terramate, certes il génère des fichiers Terraform, mais il peut générer des fichiers arbitraires. Voilà, on peut générer des fichiers qui n'ont totalement rien à voir. Là pour le coup, je génère un fichier pour Tridy, du coup parce que je veux mettre la conf qui va bien. J'aurais pu générer un fichier TXT. J'aurais pu générer absolument ce que je veux, en fait. Il n'y a pas de limite. En fait, on peut générer du coup des fichiers arbitraires et donc du coup mettre la configuration qui va bien. Donc ça, c'est aussi un énorme avantage du coup qu'on va avoir. Parce qu'en fait, on va pouvoir du coup automatiser pas mal de petites choses. Typiquement, moi, un cas que j'utilise, c'est que je vais générer du coup des fichiers Ansible, du coup automatiquement. Du coup, parce que j'en ai besoin dans un certain cas. Voilà. Et donc déjà, en fait, avec ça, en fait, on va se retrouver avec un peu plus de choses qui vont être un petit peu plus faciles à gérer. Et maintenant, c'est parti pour la démo. Hop, ok. Donc là, du coup, j'ai fait un truc de démo alors qui est assez simple, pour démarrer, mais du coup, on va voir du coup que j'ai fait ma petite configuration qui va bien. Du coup, avec également du coup tout ce que je vous ai montré du coup tout à l'heure, la configuration. J'ai rajouté juste quelques options, c'est juste pour ne pas m'embêter pendant la démo. C'est juste des trucs supplémentaires. Mais concrètement, on a du coup ce dossier-là. Donc en fait, si je fais un petit tri et que du coup j'arrive à remonter mon truc, on voit bien que du coup j'ai mon readme, j'ai un dossier global, je vais venir après, mon dossier stack et mes différents éléments. Et donc du coup je vais avoir également mon fameux fichier Terramate. Donc là j'ai une structure tout à fait somme toute classique. Donc là je vais avoir du coup cet élément-là qui du coup va me permettre du coup d'avoir tous les éléments. Maintenant, typiquement, première chose que je vais vouloir avoir envie de faire, c'est du coup lister tout ce que j'ai. Très simplement, Terramate, du coup, vous propose une commande liste, du coup, directement. La différence, c'est que du coup, là, il a listé du coup tous les trucs, mais en fait, il vous les a listés du coup dans l'ordre alphabétique. Comme je vous ai montré tout à l'heure, du coup, l'ordre alphabétique, c'était pas de l'ordre de lancement. Donc, du coup, ils ont été vraiment très malins. Ils vous ont spécifié du coup de dire, regardez, une nouvelle commande, et du coup, et ben maintenant on a l'ordre. Et là, du coup, on voit bien que du coup, ma stack de VPC, du coup, va bien devoir être créée en amont avant que je puisse créer des VM. Voilà, sinon ça marche pas. Hein. Vous pouvez tenter, ça ne fonctionne pas. Donc là, en fait, ça va déjà permettre de faire cet élément-là. On pourrait également faire du coup la commande Terramate run, et la commande Terramate run va du coup exécuter une commande du coup dans l'ensemble des stacks. Mais comme je dis bien, c'est une commande. C'est en fait du coup, par contre, c'est en faisant script run, du coup, qu'on va pouvoir exécuter du coup les différents scripts qu'on a définis auparavant, et qu'on va pouvoir du coup exécuter la séquence de commandes. Voilà. C'est vraiment ce truc-là qui va être spécifique. Voilà. Donc concrètement, si je fais un plan, du coup, il va exécuter son truc. Voilà. Donc vous voyez qu'en gros, il va vous dire, voilà, j'ai exécuté le truc dans la stack, je fais l'initialisation, les machins, les bidules. Jusque-là, en Terraform, normalement, personne n'est perdu. Voilà. Donc là, j'ai fait tous les trucs standards de test, ainsi de suite. Je l'avais déjà créé, c'est pas grave.
Du coup, voilà, donc ça va permettre en fait de faire toute cette partie-là. Donc là, en fait, j'ai déjà fait le truc. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe si je décide, du coup, d'aller plus loin et de me dire, je vais les modifier. Concrètement, je vais avoir du coup un exemple très simple. Donc déjà, on va aller voir un premier fichier stack, donc un fichier stack qui est très simple, du coup qui contient juste quelques éléments. Concrètement, pareil, le nom, la description, l'ID, et puis du coup de dire juste qu'il doit se lancer après le tag VPC. Voilà. Concrètement, si on regarde du coup dans ma stack VPC, du coup, hop, du coup, je l'ai bien mis un tag. Jusque-là, tout va bien. Donc là, il est arrivé à se débrouiller. Et donc du coup, je lui importe juste un template supplémentaire, du coup, qui va du coup être un fichier, en l'occurrence, un template assez simple. Si on va regarder du coup le template, voilà, je lui dis juste génère-moi un fichier avec les différents trucs. Les lets qui du coup sont un peu, alors c'est une sorte de variable locale du coup dans TerraMate, un petit peu comme les locals de Terraform, mais là c'est spécifique à TerraMate. On va pouvoir refaire des calculs du coup derrière. Et là typiquement en fait ce que je fais c'est genre juste que si je n'ai pas la valeur, et bien du coup je lui donne une valeur par défaut. Voilà, tout simplement, c'est genre juste pour éviter du coup d'avoir une valeur vide. Mais c'est et du coup on va générer le truc. Pour le moment, TerraMate ne fait pas encore comme ce que fait TerraGrunt, du coup dans le sens où il va pouvoir faire du coup de prendre l'output d'une stack et le renvoyer dans un autre. Du coup pour le moment, il y a un truc qui existe, qui a été fait, mais il est encore assez embryonnaire, et pas ultra évident à utiliser. Par contre, on peut toujours utiliser du coup le Terraform Remote State. C'est-à-dire du coup de dire on pointe sur le Terraform Remote State et on va récupérer les outputs, et du coup on va pouvoir du coup faire les liens. Ça va permettre de le faire. C'est une façon, c'est pas la seule. Voilà. On peut tout coup pareil également faire un data, un truc du coup dans Terraform, mais on va pouvoir du coup faire ces liens-là, comme ça du coup on veut dire bah, je vais aller récupérer les éléments du copain. Voilà. Et donc du coup on a une stack qui va du coup devenir être, qui va être du coup autonome. Donc là après j'ai les différents trucs, j'ai tous les machins, et du coup j'ai également du coup un module que je vais générer qui du coup va reprendre également tous les éléments dont je vais avoir besoin et qui va me permettre de générer. Voilà. Concrètement, après, c'est très majoritairement en fait assez proche du Terraform, parce qu'en fait, globalement, c'est ça, mais c'est juste que ça va vous permettre en gros de le faire un petit peu plus simplement. Ce qu'on regarde, c'est justement, c'est que je peux changer le nombre d'instances. Alors, par défaut, hop, si j'arrive à écrire, parce que c'est pas... Par exemple, je vais dire que je veux maintenant 3 instances. Je vérifie si j'ai bien écrit mon truc, parce que c'est bon. Du coup, je vais avoir ça. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais là, j'ai changé que la stack, et du coup, j'ai pas changé le code. Et en fait, du coup, TerraMate vient avec une petite commande, qui est TerraMate Generate, et en fait, il va aller générer automatiquement du coup le code Terraform. Donc si je vais maintenant bien à cet endroit-là, je viens bien que j'ai changé mon système du coup derrière. Bah, c'est bien, hein, mais maintenant, ça ne veut pas forcément dire que du coup, je vais exécuter que cette stack-là. TerraMate en fait a également une autre, du coup j'ai toujours le run order, hop, mais j'ai également l'option change, qui va du coup permettre de aller comparer par rapport au repo Git et dire ok, c'est cette stack là qui a changé et je ne vais exécuter que celle-là. Concrètement, il nous voit bien, il détecte bien que je n'ai que la workstation à changer. Et donc déjà, rien qu'avec ça, en fait, on va pouvoir automatiser rapidement et facilement du coup les trucs. Pour le coup, j'aurais changé du coup également le VPC et tous les autres trucs, bah, il les aurait exécutés dans l'ordre. Donc en fait, en même temps, en fait, il va me garantir l'ordre et en même temps pouvoir n'exécuter que ce que j'ai besoin. Donc là, du coup, j'ai vraiment en fait, du coup, le double avantage. Donc là, c'est vraiment le truc qui va vraiment être pratique. Donc là, on pourrait du coup refaire, du coup, pour remontrer sur d'autres exemples un peu plus compliqués, où là, du coup, je l'ai fait avec un exemple avec du coup un time dynamic, du coup, pour vous, où justement, je vais utiliser un petit peu plus de fonctionnalités. Du coup, on a également la génération de map, on a également et le time dynamic qui est là. Donc, du coup, on va pouvoir générer automatiquement du coup des blocs, du coup, et on va pouvoir du coup générer automatiquement des modules. Officiellement, on pourrait le faire également en for each, mais du coup, c'est quand il y a certains cas qu'on va vouloir faire un petit peu plus précis, ça peut être tordu parce qu'il va falloir refiltrer, faire des locals, machin, bidule.
Ça peut être assez vite tordu quand on va faire de certains cas. Mais du coup, si on regarde le code que j'ai généré du coup de ce côté-là, on voit bien que du coup, j'avais du coup un bloc A et j'ai un bloc B. Voilà, tout simplement. Je ne me suis pas très embêté sur le nommage. Mais du coup, il m'a bien créé du coup une data AWS pour le bloc A, pareil pour le bloc B, et également du coup un module spécifique du coup pour les deux. Donc, voilà. Donc après, je peux faire des liens, je peux faire des trucs, et ainsi me simplifier les choses. Ça, c'est un truc que je peux faire. Donc là, avec ça, on va pouvoir déjà fluidifier pas mal les choses. Il y a un truc aussi également qui justement, donc là en fait, ce qu'on voit, c'est que du coup, je n'ai importé qu'un seul template ici, et pourtant, j'ai bien plus de fichiers qui ont été générés. Et bien en fait, c'est que du coup, à cet endroit-là, en fait, j'ai défini également d'autres templates. Du coup, ce qui va se passer, c'est que si je décide maintenant de créer une nouvelle stack, imaginons avec Teramate create stack ec2 démo. Donc là, je mets le chemin complet pour justement du coup dire que je vais la créer dans ce dossier-là. J'ai créé du coup une nouvelle stack démo. Automatiquement, j'ai déjà le code qui est généré. Alors, concrètement, vous allez me dire, concrètement, ça change quoi? Bah, en fait, le truc, c'est que automatiquement, on peut mettre la clé. Et du coup, on peut du coup uniformiser du coup, tous les backends. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut le faire. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir également du coup, une génération automatique du coup, des labels, et ainsi de suite. Donc en fait, il va prendre du coup tous les éléments et il va pouvoir du coup faire toute cette partie-là. Et donc on va pouvoir standardiser de manière simple. Là pour le coup, et si je décide du coup d'aller ajouter du code Terraform du coup qui n'est pas templaté, Teramate va l'accepter aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout passer par des templates, absolument pas. On peut juste mettre le code qu'on veut du coup templater parce qu'on veut le standardiser et du coup ajouter du coup les bouts de code dont on a besoin. Et ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce qui va vraiment faciliter la migration, c'est qu'en fait du coup, on va pouvoir le faire facilement. Maintenant, je vous dis ça et vous allez me dire combien de temps je mets pour le mettre en place ce machin. Parce que c'est bien joli, hein, mais combien de temps je vais vraiment mettre? Là pour le coup, je vais passer sur du coup, hop. Alors, il va falloir que je l'agrandisse un peu parce que. Donc là, si je fais un tri, alors, il faudrait que je fasse. Voilà. Pour le coup, j'en ai un bon paquet. Hein. J'ai pas mal de code. Je dois avoir une cinquantaine de stacks dans celui-là. Donc j'ai quand même beaucoup de choses. Maintenant, combien de temps je vais mettre du coup pour mettre en place ça? Parce que c'est un peu la grande partie. Si je fais un Teramate, bon, il me dit qu'il a rien trouvé. C'est normal, j'ai rien mis. De la même manière, ils ont été vraiment malins. Voilà, je lui mets une petite option All Terraform, je lui dis vas-y, crée-moi, va chercher les fichiers Terraform, et du coup, crée-moi une stack à chaque endroit. Alors, parce que je ne sais pas écrire, hein, sinon ce serait trop facile. Boum. Alors actuellement, là vous allez me dire, bah ouais, mais là, c'est joli. Alors maintenant, si je refais le list, forcément, il va me lister. Et le run order va me donner exactement la même chose. Je viens juste de créer les fichiers de stack. Je n'ai pas encore fait de l'orchestration. Je n'ai pas encore fait cette partie-là. Cependant, j'ai déjà tout, en fait. Concrètement, là, si j'ai besoin, je peux commencer à le faire, je peux commencer à le changer, je peux commencer à les faire dans tous les sens. Et en fait, on va pouvoir, du coup, très facilement le mettre en place. Après, pareil, c'est toujours un truc. Mais globalement, même sur un projet qui commence à être assez complexe, en gros, Teramate, en une journée, vous avez déjà bien avancé juste sur la partie orchestration, et vous pouvez vous arrêter là. En fait, vous pouvez d'abord faire que ça, et après, migrer progressivement en fait, les éléments dont vous allez avoir besoin. Et ça va vraiment être en fait, l'une des forces en fait, de Teramate, c'est que vous allez pouvoir le faire progressivement. Après, côté CI, comme je vous disais, en fait, vous n'avez qu'une seule commande à exécuter. Donc en gros, vous avez une seule commande à mettre, et puis c'est fini. Voilà. Donc en fait, votre CI, elle, ne va pas exploser parce que vous avez une infrastructure qui s'agrandit. Vous n'avez absolument rien d'autre. En gros, vous avez un truc assez simple. Et donc l'avantage, c'est que, quelle que soit la complexité, ça va pouvoir se maintenir. Donc c'est vraiment, en fait, ces deux éléments principaux qui, du coup, vont permettre vraiment, en fait, de simplifier, du coup, la migration sur Teramate et, du coup, d'utiliser vraiment ses capacités.
Donc on a vraiment, et sans avoir besoin, on va dire, les inconvénients entre guillemets de Terragon, dans le sens où Terragon vous impose du coup un choix, et là Terramate plutôt vous propose du coup de faire ce que vous avez besoin. Voilà. Donc c'est vraiment en fait différents éléments. Et pour le coup, j'ai pas forcément grand chose de plus à vous montrer sur la partie Terramate pure, puisqu'en fait concrètement après c'est du Terraform stricto sensus. Après, petit détail, mais qui du coup a quand même son importance, c'est que Terramate, du coup, ça, en fait, c'est que j'ai parlé de Terraform. En effet, pendant tout du long, j'aurais pu parler d'OpenTofu, ce serait pareil. Il fonctionne aussi avec OpenTofu. Et même pour ceux qui font du Terragrant, il fonctionne aussi avec Terragrant. Mais et il fonctionne également, et il apporte la fonctionnalité qui manque à Terragrant, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez lancer que les stacks modifiés dans Terragrant. Ouais, bah ouais. Et oui. Il apporte vraiment. En fait, l'outil essaye d'être vraiment compatible avec à peu près tous les systèmes. Et donc, pour le moment, il n'est pas encore compatible tous les trucs, mais il essaye de se rendre de plus en plus compatible, de façon à ce qu'en gros, bah, ça devienne en fait un outil qui soit vraiment pertinent dans tous les cas. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi j'en ai une au sujet de Git. Tu as dit qu'il y avait une dépendance entre Terramate et Git. Ouais. Parce qu'il utilise certains outils de Git pour faire des diffs ou des choses comme ça. À quel niveau se situe la dépendance? Alors, pour répéter la question, donc du coup, quelle est la dépendance entre Terramate et Git? Git, en fait, il va utiliser seulement, en gros, enfin, basiquement, le Git diff, en fait. Mais c'est la seule dépendance qu'il va avoir. Voilà, il n'aura pas de dépendance supplémentaire. C'est juste, Terramate a besoin juste d'un repo Git. Voilà. Et il va faire des Git diff, en fait, et c'est avec le diff, en fait, qu'il va pouvoir déterminer qu'est-ce qui est modifié. Mais la dépendance s'arrête là. C'est pour ça que tu déclares des branches dans ta config pour dire entre quoi il doit comparer. Oui, en fait, ouais, c'est tout à fait en effet la configuration initiale du coup dans Terramate, c'est pour lui dire qu'est-ce qu'il doit aller regarder, quelle est ma référence, et donc du coup, mais la configuration s'arrête là en fait. Et concrètement, une fois que tu l'as fait, en fait, tu n'as plus besoin de le changer. Donc c'est vraiment la seule, on va dire, contrainte du coup de Terramate à ce niveau-là. Mais c'est une contrainte qui est largement acceptable, sachant que on est sur de l'infrastructure as code. Donc en fait, on va déjà utiliser du Git déjà pour versionner notre code. Donc en fait, au final, la dépendance en fait vient entre guillemets d'elle-même, et en fait, elle est assez simple. Voilà. Mais c'est en effet une petite dépendance, mais c'est un petit prix à payer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En termes de client Terramate, ça s'installe sur tout type d'OS, il n'y a pas de contraintes Alors, donc la question, est-ce que du coup c'est compatible tout? Terramate en fait, c'est simplement en fait un binaire. c'est binaire. C'est un binaire. Donc en fait, concrètement, le binaire fonctionne sur à peu près toutes les plateformes. Et en fait, la seule dépendance qu'il va avoir, c'est en effet la sous-commande qui va devoir être exécutée. Typiquement, là, dans les commandes que je vous ai montrées, tf-switch, terraform, ainsi de suite, elles ont besoin d'exister pour qu'ils puissent les exécuter. Mais autrement que ça, c'est la seule dépendance. Donc il n'y a pas d'autres trucs. Et en effet, la dépendance à Git, forcément. Mais concrètement, Terramate arrive avec littéralement zéro dépendance. Et si on creuse un peu, Terramate, c'est un binaire Go. Donc en fait, les binaires Go, du coup, sont autoportés. Il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. On installe juste le binaire. C'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite, je vous remercie déjà d'être présent. Et puis, bah, du coup, à une prochaine.